Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de vous présenter donc, cette présentation sur les plans de relance réalisés par les gouvernements pour lancer notamment nos travaux sur le groupe de travail d'Aix-sur-Sault sur quelles mesures de relance peut prendre la France cet été, à partir de cet été, pour lutter contre la crise du coronavirus. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous, comme ça, montrer mes slides. Alors, donc cette présentation va suivre les parties suivantes. Donc d'abord, je vais parler des canaux de transmission à l'économie de la crise du grand confinement. Ensuite, des perspectives économiques avec des fortes récessions attendues. Ensuite, une présentation d'une sélection des plans d'urgence réalisés par les gouvernements. Ensuite, les typologies des mesures d'urgence. Et donc enfin, dans les deux dernières parties, quelles sont les principales idées pour passer du sauvetage de l'économie à la relance? Et enfin, quel plan de soutien pour assurer une reprise bénéficiant à l'économie française? Alors, l'impact du confinement en France est très important. Donc, l'INSEE estime que pour chaque mois de confinement, on a une perte d'activité de 36%, principalement sur donc les branches marchandes, qui représentent 70%, 78% du PIB, ainsi que lié à la baisse de la consommation des ménages de 35%. Alors, si on regarde maintenant les secteurs concernés, on voit que presque tous les secteurs de l'économie française sont concernés, avec encore une fois les services principalement marchands qui contribuent de manière la plus forte à la baisse de l'activité pour les périodes de confinement. Alors, ces deux graphiques présentent donc les transactions donc sur certains secteurs d'activité pour celle du haut. Donc, on constate que même s'il y a eu un pic juste au début du confinement, juste un peu avant le confinement pour les consommations alimentaires, on voit que même l'alimentation, aujourd'hui, donc disons il y a quelques semaines, était à un niveau inférieur à sa période d'avant-crise. Et alors, ne parlons pas de la situation pour l'habillement, les chaussures, les carburants, tous les autres types de biens qui sont à un niveau inférieur, bien inférieur à la période d'avant-crise. Le graphique du bas montre les transactions de vente à distance et en physique. Alors, bien sûr, en physique, avec le confinement, on a constaté une baisse très importante du nombre de transactions dans les commerces, jusqu'à moins 80% en avril. Et même les ventes à distance ont diminué et sont à un niveau inférieur à ce qu'elles étaient avant crise. Ces deux tableaux présentent donc sur certains indicateurs à haute fréquence la situation d'un certain nombre de pays. Et on constate que la France est à un niveau inférieur, en fait, ou faible, on va dire, parmi les plus bas, si on la compare à ses pairs. Donc on voit, pour ce qui est du trafic routier, aérien, la consommation d'électricité, etc., on est à des niveaux de baisse très importantes. Et également pour la mobilité des personnes, donc ça c'est le tableau du bas, avec des baisses de mobilité énormes, bien sûr, dans les commerces, dans les parcs, les gares. Et alors, c'est aussi intéressant de noter, dans les bureaux et lieux de travail, on a une baisse de plus de 50%, de 56% des mobilités pour aller à son lieu de travail. Alors maintenant, donc, on entre dans une nouvelle phase de la crise qui est déconfinement graduel. Et alors, contrairement malheureusement à ce qu'on pourrait espérer, on n'arrive pas à un potentiel de l'économie qui est 100%, mais on a une économie à 80 ou 90% de son potentiel en juin 2020. Pourquoi? Parce que certains secteurs d'activité sont attendus pour revenir seulement très graduellement à leur niveau de potentiel. De plus, même pour les secteurs qui fonctionnent à un niveau normal, parce que les gens travaillent et ne sont pas au chômage partiel, on peut s'interroger sur l'impact sur la productivité, notamment des mesures barrières. Donc ça, c'est dans les travaux qui sont réalisés dans les lieux de dans les lieux de travail habituels, mais aussi du télétravail. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant des perspectives économiques? Donc là, c'est les prévisions du FMI. Donc on constate que le FMI prévoit une très très forte contraction de l'activité cette année, moins 7%. Récemment, on a eu les prévisions de l'OCDE. On a des baisses d'activité prévues de l'ordre de 10% pour les pays les plus touchés, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni. Donc on voit des contractions très importantes de l'activité.
Et peut-être encore plus inquiétant, un retour au niveau d'activité d'avant-crise très graduel. Donc là, on voit le FMI pour les pays en bleu, donc c'est les pays avancés. On aurait un retour au niveau d'activité de début 2019 seulement fin 2021. Et l'OCDE a fait des prévisions récentes qui voient, même dans des scénarios pessimistes de deuxième vague, un retour plus tardif encore au niveau d'activité d'avant-crise. Alors maintenant, si on regarde les mesures de soutien, les mesures de sauvetage, on peut dire, parce que c'était plutôt des mesures de sauvetage et d'urgence prises par les différentes économies. Alors d'abord, en Europe. Donc il y a eu différents programmes d'achat de la BCE, donc 120 milliards d'abord, le 12 mars, puis 750 milliards qui s'ajoutent aux 20 milliards d'achats mensuels. Donc on est à un total d'environ 1000 milliards d'assouplissement quantitatif par la Banque Centrale Européenne. La BEI, qui réalise donc des 40 milliards de financement. Vous savez qu'il y a un effet de levier de la Banque européenne d'investissement parce qu'elle cofinance souvent avec des banques. Donc ça contribue à maintenir l'investissement. Il y a aussi des actions via le budget européen, donc un programme via le mécanisme européen de stabilité, un soutien supplémentaire en plus des 40 milliards à la BEI par le budget européen et un mécanisme sûr qui vient contribuer à financer le chômage partiel. Donc ça, c'est 540 milliards d'euros pour le premier paquet européen avec des éléments supplémentaires de 37 milliards d'euros qui sont détaillés sur ce transparent. Et peut-être encore plus intéressant, la possibilité de dépasser les 3% de PIB et donc de s'affranchir des règles de Maastricht. Et finalement, aussi un assouplissement des règles d'aide d'État pour les aides qui viennent compenser les pertes liées au Covid. Alors, vous avez sûrement entendu récemment les annonces donc, des présidents français et de la chancelière allemande sur la possibilité d'un fonds de relance de 500 milliards d'euros. Alors, ce fonds aurait l'originalité de se financer par un endettement européen, mais de financer les pays sous forme de subventions. Donc, c'est une innovation. La France et l'Allemagne souhaitent aussi développer les compétences européennes pour déployer une stratégie efficace en cas d'épidémie, ou des mesures liées au domaine de la santé, augmenter la souveraineté économique et industrielle de l'Union et renforcer le pacte vert, ce qu'on appelle souvent le Green Deal. Ensuite, cette initiative franco-allemande a donné lieu à une nouvelle proposition de plan de relance de la Commission européenne pour un total de 750 milliards d'euros empruntés en commun. Donc, il y aurait sur ces 750 milliards, 433 milliards de transferts, 67 milliards de garanties et 250 milliards de prêts bancaires. Donc, c'est l'initiative franco-allemande qui a été reprise à son compte par la Commission européenne et qui est actuellement discutée par les 27. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les plans de soutien pays par pays. Donc là, on voit l'Allemagne, plus de 1000 milliards. Je vais juste m'attarder quelques minutes sur la France. Donc, on voit que la France aurait un total à ce stade de 460 milliards de mesures d'urgence, qui sont détaillées dans la loi de finances rectificative numéro 3, qui a été présentée très récemment par le gouvernement, donc avec 300 milliards de garanties par l'État, 45 milliards d'aides directes et 60 milliards de soutien sectoriel. Donc, on a entendu récemment, par exemple, le tourisme et l'aéronautique, l'automobile. Au total, ça ferait 222 milliards de déficit public. Donc, on serait proche de 10% de PIB. Je ne détaille pas pays par pays, Italie, Suède, Royaume-Uni, États-Unis, donc un plan massif, 3 000 milliards, avec une différence par rapport à l'Europe, c'est un soutien qui est plutôt un soutien aux individus plutôt qu'aux entreprises. Donc, pas de chômage partiel, mais un soutien aux individus. Aussi des actions de la Fed avec des baisses de taux et un programme d'assouplissement quantitatif massif de la Fed. Japon également, des plans d'ampleur très importante. Corée du Sud, qui est souvent citée comme exemple, avec surtout, peut-être on peut retenir les mesures réglementaires sanitaires qui ont été très précoces et très fortes, avec des tests massifs, du tracking, de l'isolation, des traitements précoces et des mesures de confinement relativement limitées grâce à ces mesures disons, préventives efficaces.
Alors, je ne vais pas détailler les typologies de mesures de soutien, mais on voit qu'il y a des mesures, colonne de gauche, qui sont sur la liquidité et d'autres pour la solvabilité et qui concernent tous les acteurs. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que si on regarde donc cette analyse du FMI, presque tous les pays avancés ont utilisé tous les types de mesures, des mesures fiscales, sociales, réglementaires. Donc, on voit qu'il y a des politiques très répandues partout dans le monde avec beaucoup de similitudes. Alors maintenant, si on les compare quand même, donc on voit que des mesures sanitaires, on voit en gros des mesures de confinement strictes dans certains pays, malheureusement un peu par la force des choses, parce que la réaction a été tardive ou qu'il y a un manque d'équipement sanitaire. Donc ça a été le cas en Italie, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, et d'autres pays qui ont pu mettre en place un confinement relativement souple parce qu'il y a une réaction précoce, des moyens sanitaires suffisants, des tests massifs, du tracking, de l'isolation et des traitements précoces, Corée du Sud, Allemagne, par exemple. Ensuite, quand il s'agit du mix et du montant des mesures financières d'urgence, donc là, on voit il y a beaucoup de points communs, comme je le disais il y a quelques minutes, donc avec des annulations des reports de charges et d'impôts, fonds de solidarité, chômage partiel, garantie d'État. Tous les États ont bien compris qu'il y avait un choc d'offres, donc qui serait sûrement suivi d'un choc de demande, mais un choc d'offres. Donc, il faut préserver le financement des entreprises par la fourniture de liquidités via les banques centrales et les prêts garantis par les États. On peut noter des divergences, comme je le disais également, avec en Europe davantage d'indemnisation du chômage partiel, alors qu'aux États-Unis, des licenciements massifs, on voit qu'il y a eu 20 millions d'emplois détruits en avril aux États-Unis, mais un soutien direct aux revenus des ménages. En France, soutien important à l'emploi pour la grande majorité des salariés. Vous savez que l'emploi salarié, c'est 90% de l'emploi en France, donc des pertes de revenus agrégées relativement faibles, plutôt pour les indépendants ou certaines professions libérales. Mais on peut aussi constater qu'il y a moins d'aide aux entreprises sous la forme de fonds propres. En France, pour le moment, environ 1,5 milliard comparé aux 50 milliards en Allemagne, qui a eu l'expérience peut-être de la réunification où elle a dû mettre en place des mesures similaires. Alors maintenant, quels sont les enjeux pour la relance? Donc, il y a trois horizons temporels qu'on peut avoir en tête. D'abord, le court terme avec stratégie de déconfinement, j'en parlerai brièvement. Le moyen terme, sur lequel j'ai envie de m'attarder aujourd'hui, avec l'organisation de la relance industrielle et servicielle pour que la France bénéficie du rattrapage de sa consommation. Et enfin, le long terme, avec des mesures qu'on connaît bien, comme l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques, l'amélioration du fonctionnement des marchés. Alors, pour ce qui est de la stratégie de déconfinement, donc il y a des mesures sanitaires adaptées à la reprise d'activité qu'il faut mettre en place, le masque, le port du masque, le dépistage, les capacités sanitaires améliorées, pour éviter une seconde vague ou très bien la gérer. Donc ça, c'est important. Et des mesures d'accélération de la reprise, donc prolongation des dispositifs de report de charges ou annulation de charges, doublement du fonds de solidarité, prolongement du chômage partiel, etc. etc. Donc des mesures qui viendraient continuer les mesures d'urgence mises en place. Alors maintenant, si on s'attarde à la consommation post-confinement, donc on voit que non seulement on a une crise liée à un choc de l'offre, mais on a aussi une crise des usages. Donc, pour tout un tas de secteurs, on peut se demander comment les consommateurs vont reconsommer après donc la fin du confinement. Donc, de plus, traditionnellement, on avait l'industrie qui avait un impact sur les services, mais cette fois-ci, on a plutôt un impact du service sur l'industrie. Donc, on voit que le transport aérien qui souffre entraîne des problèmes pour l'industrie aéronautique. Pendant cette crise, on a eu environ 80 milliards d'euros d'épargne forcée, mais sur les 1263 milliards d'euros en France, seulement une grosse moitié est arbitrable. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas d'abonnements, par exemple aux services financiers, à la téléphonie, etc., qui sont obligatoires, qui sont déjà une contrainte, disons, une contrainte voulue par les ménages. Donc, il y a ces 723 milliards arbitrables, mais en fait, en pratique, avec les contraintes liées à la crise, on constate qu'il y aurait peut-être un peu plus de 200 milliards d'épargne vraiment arbitrable par les ménages. Ça, c'est une étude de Xerfi, dont la référence est en bas de ce transparent. Et il y aurait donc à peu près 200 milliards pour l'équipement, l'habillement et 18 milliards pour les services à la personne. Donc d'abord pour les produits et ensuite pour les services.
Et malheureusement, ces secteurs qui bénéficieraient de la désépargne ont un fort contenu en importation. Donc les petits équipements, les meubles, l'habillement sont beaucoup importés. Alors ensuite, une autre étude intéressante par Aguillon et quelques autres co-auteurs qui montre que si on compare France et Allemagne, les produits médicaux en termes d'importation et d'exportation, on voit que la France est à peu près à l'équilibre, juste à l'équilibre, alors que l'Allemagne est en excédent. Et donc les appareils médicaux, on voit que l'Allemagne a un très fort excédent, et on voit qu'avec cette crise, il y a une très forte demande. Et les équipements de production équivalents, là, on voit un fort déficit également pour la France, bon, un déficit aussi pour l'Allemagne, mais un déficit pour la France. Alors, comment mieux bénéficier de la demande pour ces produits qui sont malheureusement pas assez produits en France? Alors, ce que l'on peut discuter, c'est la transformation de l'industrie des services pour s'adapter à la nouvelle donne. Donc, il faut adapter les mesures sanitaires avec une montée en gamme, une démassification de l'offre. Vous savez que c'est plus difficile d'être, par exemple, avoir un avion, un car rempli avec les mesures sanitaires. Donc, peut-être avoir une démassification, des nouveaux business models. Et pour ce qui est de l'industrie, adapter la production en France pour que l'offre rencontre la demande. Donc, en ce qui concerne la santé, les biens consommés post-crise, notamment l'informatique et d'autres qui sont très demandés. Avoir peut-être de la conditionnalité pour que les aides soient conditionnées à une production en France. On voit qu'on l'a fait pour Renault. Et avoir des stratégies de filière pour qu'il y ait donc des aides à l'investissement dans certaines filières clés. Alors ça, c'est une étude de l'Institut Montaigne par Eric Chanet qui montre que l'investissement est attendu en forte baisse avec cette crise. D'après Chanet, on pense que l'incertitude liée à la crise a un impact de moins 10% sur l'investissement. La France a une expérience de soutien à l'investissement avec la crise de 2008-2009 et le plan de relance, et dit aussi grand emprunt, avec 1000 projets pour 11 milliards d'euros dans la relance verte, le numérique, les services en crise. Et là, on pourrait peut-être reprendre à peu près les mêmes idées et le même schéma, ou on pourrait ou suivre la proposition de l'Institut Montaigne, d'Eric Chanet, de subventionner jusqu'à fin 2021 10% des dépenses d'investissement des entreprises. Donc, ça représenterait 25 milliards d'euros en année pleine. Ça permettrait de gommer le coût généré par l'incertitude, mais sans flécher les investissements qui sont déjà subventionnés, sans flécher, mais en excluant les investissements déjà subventionnés. Et peu importe la forme pour ce soutien à l'investissement. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Donc, si on fait un peu un résumé, donc on a 461 milliards d'euros de mesures d'urgence sur la période mars-juin 2020. On entre dans une nouvelle étape qui est le plan de relance, qui sera annoncé cet été ou en septembre-octobre, avec un objectif annoncé par Bruno Le Maire, une économie plus compétitive et plus décarbonée, avec une référence qu'on peut avoir dans notre réflexion, le plan de relance de 2008-2009. Donc maintenant, X-Sursaut se lance dans donc des travaux pour réaliser des propositions en termes de mesures de relance, donc qui seront à l'ordre du jour de nos travaux pour les prochaines semaines. Donc on peut découper les tâches en termes de mesures sectorielles, mesures horizontales et notamment réforme de l'action publique. Voilà, et on vous communiquera dans les prochains jours les modalités d'organisation de ces travaux. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je suis très heureux de répondre à vos questions si vous le souhaitez. On ait effectivement intérêt à ne pas produire de médicaments en France. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Serge Tchuruk avait raison de dire qu'il fallait supprimer toutes les usines de France. Tout ça, ça se discute. Mais l'essentiel, pour moi, du diagnostic, c'est de constater que la France vit au-dessus de ses moyens depuis des décennies, qu'elle importe beaucoup plus que ce qu'elle exporte, peu importe les marchandises en question. Pourquoi est-ce qu'on a ce déficit? Figurez-vous que l'Allemagne, malgré cette énorme crise, est encore en excédent en avril 2020 de son commerce extérieur, beaucoup moins qu'en période normale. Son excédent a un peu diminué. Notre déficit a un peu augmenté, il est passé, je crois, 6 à 7 milliards d'euros sur un mois. Donc, c'est quelque chose qui est dû au fait que notre pays n'est pas compétitif. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas compétitif? Eh bien, il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi il n'est pas compétitif.
et de dire, comme Ruth Bézieux, qui a dû malheureusement rapidement replier ses bagages, qu'on ne travaille pas assez en France et qu'il faut non seulement travailler plus pour compenser les quelques semaines pendant lesquelles on n'a pas travaillé, mais travailler plus pour travailler autant que nos concurrents. Les Allemands travaillent beaucoup plus que nous, même les Américains travaillent beaucoup plus. Donc, je crois que dans le diagnostic, il faut bien constater qu'on doit travailler plus et que Bien. alors, maintenant, je termine concernant le redressement de la situation, le remboursement des dettes. Alors, il y a aussi, là aussi, deux hypothèses. Il y a, de même qu'il y a des gens qui disent qu'il faut supprimer la mondialisation, il y a des gens qui disent qu'il suffit d'augmenter les impôts et de faire payer les riches, de remettre l'ISF. L'ISF, ça fera 2 ou 3 milliards en plus, alors que ce sont des centaines de milliards qu'il nous faut. Donc, on sait que l'augmentation des impôts dans un pays comme la France, qui paye déjà beaucoup plus d'impôts que la plupart des autres pays, n'est pas la bonne solution. Quant à faire des emprunts éternels, ce n'est pas une solution non plus. Et donc, il faut réduire les dépenses publiques. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Et les dépenses publiques, il faut le dire, la plus grande partie des dépenses publiques sont les dépenses de redistribution. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est vrai qu'on a eu des gilets jaunes et qu'on en aura encore certainement si on essaye de résoudre la question, mais faire la politique de l'autruche, ce n'est pas la bonne méthode. Cette redistribution a des effets pervers qu'on a toujours constatés, mais qu'on n'ose pas montrer. J'en citerai deux. Il y a le fait que dans cette crise, la France se vante d'avoir été le pays qui a le plus aidé la population à faire face à cette crise. Le résultat, c'est que la France est le pays qui a le plus de personnes qui ne travaillent pas. Et en plus, elle a le plus de gens qui ne veulent pas reprendre le travail. Plus de la moitié des enseignants ne veulent pas reprendre le travail pour différentes raisons. C'est scandaleux. Et j'étais il y a quelques minutes à une réunion avec le représentant, je dirais, de Sanofi Pasteur à Boston, qui parlait de la conséquence du Covid sur son propre groupe, qui est un groupe mondial. Il a dit qu'ils ont réussi, au bout de quelques temps, à remettre tout le monde au travail, sauf les Français, car les syndicats de Sanofi en France ont réussi à bloquer la reprise du travail. L'exemple de Sanofi, d'ailleurs, n'est pas seul. On sait ce qui s'est passé dans les entrepôts d'Amazon ou dans les grands magasins. Donc, je crois que pour terminer, ce groupe doit faire des propositions, et le papier de Laurent est excellent, mais en commençant par faire un diagnostic sans se tromper de diagnostic et en faisant des propositions sans se tromper de propositions. Merci. Merci Hubert pour ces commentaires et puis surtout tes conseils pour qu'on puisse lancer et réussir efficacement notre second cycle. Merci. Je vais poser enfin les questions à Frédéric, de Frédéric à Laurent. Donc je vais essayer de remonter sur la première du coup parce que Frédéric en a posé plusieurs. Donc j'espère que je vais bien le représenter. Donc Frédéric qui demande à Laurent, certains évoquent ou mettent en question certains systèmes d'incitation au sein du système de santé. Peut-il être question d'étendre cette réflexion à plusieurs secteurs de la sphère publique, plutôt des mesures de fond mais un lien avec l'économie réelle? Il demande aussi l'idée étant de structurer les dépenses par agrégat, lisser certains déséquilibres, responsabiliser davantage les échelons intermédiaires. Ce ne sont que des exemples. Et enfin, Frédéric rajoute, ce renforcement structurel de l'action publique pourrait s'appuyer aussi sur des projets d'outillage, de processus ou de certains points de contrôle avec le numérique. On prendra les autres questions. Laurent, tu as une réponse et des commentaires à ces remarques de Frédéric. Merci. Merci. Alors, déjà, je peux peut-être en deux mots, je vais réagir donc, aux remarques de Grégoire et Hubert. Donc, Grégoire, un très grand expert, enfin un praticien mais, de ces sujets
au ministère. Donc, tu sais très bien ces sujets. J'espère que si tu as le temps, tu pourras donner quelques inputs à nos travaux, parce que c'est bien de savoir, voilà, tu es dans le cœur du réacteur et tu sais ce qui se passe et que c'est très utile. Et tes points sont très bons sur le fait que voilà, les fonds propres, ça ne marche pas tout le temps. Et il y a d'autres sujets aussi pour les PME. Hubert, bien aussi, tes remarques ne me surprennent pas. Donc, elles sont bien sûr très, très cohérentes. C'est vrai que voilà, on a complètement ouvert la vanne de la dépense publique pendant la crise, mais ce n'est pas soutenable. Donc, comment on fait le basculement pour tout d'un coup restreindre la dépense publique? On dit que en ce moment, 2/3 de l'économie fonctionne par de la dépense publique, avec toutes les mesures de soutien, de chômage partiel. Donc, c'est vraiment énorme. Frédéric, que je connais bien aussi, ça ne m'étonne pas tes remarques. On avait fait un papier ensemble sur l'efficacité de l'État et tu es un expert de ces sujets. Si tu as le temps, je serais très heureux si tu peux contribuer au rapport. Donc, des systèmes d'incitation pour la santé, c'est des très bonnes idées, et d'autres secteurs, bien sûr. On a vu qu'on a eu des incitations imparfaites. On voit qu'on n'arrivait pas à fabriquer des masques et maintenant on en fabrique trop. Donc voilà, comment être plus efficace en termes d'incitation. Ça sera très utile d'avoir ta contribution là-dessus. Avec alors, tu contribues déjà avec des bonnes idées, structurer les dépenses par agrégat, lister certains équilibres. Je pense que c'est déjà des questions assez, des réflexions assez techniques. Donc, je pense que par écrit, on pourra interagir là-dessus. Voilà, si tu veux, Fabienne, continuer avec les questions. Je reprends le son. Le problème est bien. Donc, oui, merci de ta réponse, Laurent, et pour enrichir notre débat. Et donc, j'ai deux remarques qui suivent, de Henri et de Benjamin. Henri qui nous dit il faudrait que les fonds publics soient utilisés de façon efficace au niveau de l'énergie et de l'environnement. L'objectif est la décarbonisation. L'efficacité se mesure avec le ratio dépenses en plus, émissions en moins. Par exemple, on parle beaucoup de la réhabilitation thermique des bâtiments. Ce sera certainement utile à condition que ce ne soit pas trop cher. Un critère de coût maximum en euros par tonne de CO2 évité serait fort utile, non pas le ratio euro par mégawatt évité. Voilà une remarque de Henri. Et j'ai une autre remarque de Benjamin. Laurent, pour toi, c'est l'acceptation sociale et politique du plan de relance est primordiale pour une relance efficace de la demande. Ça, c'est des politiques qui marchent quand il y a la crédibilité et autres. Outre l'anticipation, donc c'est les deux critères qu'on a vus qui reviennent souvent, anticipation, communication et avec les retards d'action. Et après, il y a Grégoire qui dit un mot à Frédéric. Donc, je te laisse le prendre, Laurent, la suite de la remarque. Voilà. Merci Fabienne, merci pour ces bonnes questions. Il y avait aussi Bertrand Lépinois, je crois, qui avait mis aussi une question sur la coordination intra-UE entre les différents plans de relance nationaux. Je pense que c'est un très bon point aussi. Je crois qu'on a des temps de décision qui sont différents, mais la coordination est pas si mauvaise, j'ai l'impression. Mais voilà, par exemple, la proposition de la Commission de 750 milliards, il faut qu'elle soit acceptée et ça ne se fait pas en 2 jours. Donc, en tout cas, il y a une coordination qui a l'air d'être opérante entre le niveau national et le niveau européen. On voit qu'il y a les mêmes mots, les mêmes objectifs. Voilà. Entre pays de l'UE, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué au début de la crise le fait que les mesures par exemple, de fermeture des frontières étaient un peu chaotiques et décidées de manière unilatérale au sein même de l'espace Schengen. Donc, il y a un sujet de coordination entre pays européens et peut-être entre un pays européen donné et l'UE, et dans les mesures de relance aussi. Voilà, on sait, c'est un sujet pour ceux qui étudiaient l'économie à 30 ans, 40 ans ou même toujours maintenant. Voilà, c'est comment on fait des plans de relance coordonnés qui fait que, voilà, un dépense, mais ça favorise les exportations d'un autre pays. Donc voilà, se coordonner est sûrement très intelligent. Alors, Henri, il faudrait que les fonds publics soient utilisés de façon efficace. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors,
Comment le faire? Ça, je pense que c'est le cœur d'un bon plan de relance. C'est vrai que quand on regarde le plan de relance de 2008-2009, il ne faut pas trop lire les commentaires de la Cour des comptes sur le plan parce que il dit que même si probablement il fallait le faire, que l'argent dépensé n'a pas été de manière optimale et que les résultats sont peut-être pour un euro dépensé un peu insatisfaisants ou un peu décevants. Donc, comment faire? Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On peut apprendre du plan de relance de 2008-2009, je pense. Et c'est vrai qu'on a maintenant cet objectif environnemental qui est devenu un objectif clé. Donc, ça peut être un des objectifs mesurés pour l'efficacité des dépenses faites dans le plan de relance. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le fait que, comme on finance de manière non discriminée toutes les entreprises, est-ce qu'on ne finance pas des entreprises zombies qui ne survivraient pas et donc qui, de toute façon, malgré la crise, n'auraient pas été viables. Donc, alors bien sûr, c'était très dur de discriminer en peu de temps, mais au fur et à mesure, peut-être qu'il y a un sujet. Je sais que l'État y réfléchit comment trouver des bons indicateurs pour savoir quelles entreprises peuvent être soutenues. Par exemple, il y a eu pour le PGE, c'était beaucoup le chiffre d'affaires de 2019. C'était pas parfait, mais bon, ça donnait quand même comme référence, ça donnait une base. Mais voilà, il y a des gens qui étaient déçus parce qu'ils n'avaient pas commencé leur activité, parce qu'en 2019, peut-être qu'ils n'étaient pas à leur activité optimale pour d'autres raisons. Donc, bien sûr, ça va être un des gros sujets, l'efficacité de la dépense. Il y a des papiers du FMI qui sont très bons sur l'efficacité de la dépense publique et on voit qu'ils disent que l'efficacité de la dépense publique en France n'est pas optimale. Il y a un papier dans le challenge de Jean Tirole aussi qui parle de ça. Donc voilà, ça va être un des sujets qu'on peut étudier. L'acceptation sociale et politique du plan de relance, donc une remarque de Benjamin, le fait qu'elle soit primordiale. Alors c'est vrai, Hubert l'a dit dans sa remarque, voilà, on entend le retour de l'ISF et c'est sûr que les gens, peut-être une partie de la population serait contente, mais voilà, est-ce qu'il faut viser quand même une acceptation des mesures de relance et des mesures de financement de la relance tout en faisant des mesures qui sont raisonnables aussi. Donc, ça va être tout un équilibre à trouver entre le fait de faire passer ce plan de relance dans l'opinion, mais quand même faire des mesures qui tiennent la route. Donc, Grégoire, tu fais une remarque sur les industries de santé et les dispositifs médicaux. Peut-être une fois que j'ai fini, tu voudras juste dire un un mot en fait. Oui. D'accord, je continue, puis après tu pourras commenter. Profiter de la crise pour réformer, ça on l'espère tous. C'est vrai que Bruno Le Maire parle beaucoup de créer une industrie compétitive. On voit qu'on ne veut pas financer les firmes zombies, donc forcément ça veut dire réformer et transformer les entreprises. C'est un peu les idées du papier de Xerfi, aussi d'avoir transformé les business models, notamment dans les services, qui sont peut-être plus adaptés à la situation post-Covid. Mais bon, ce n'est pas l'idée de Chanet qui dit ne discriminons pas et favorisons tous les investissements. Donc, c'est un sujet intéressant à discuter. Et finalement, de Frédéric, dans quelle mesure lier les mesures de soutien à un effort réel de cohérence fiscale, par exemple, éviter le dumping, éviter les paradis fiscaux. Donc, ça, c'est un sujet. Est-ce qu'on va arriver à réformer aussi peut-être l'Europe, la gouvernance mondiale dans le cadre de cette crise? C'est un gros sujet aussi. Et voilà, la conditionnalité au niveau international est un objectif aussi qu'on peut mettre en avant. Peut-être Fabienne. Oui, il y a une remarque une dernière remarque qui est arrivée aussi. Et je pense qu'on va d'abord donner la parole aussi. Je vais poser la dernière question, puis je vais donner la parole après à Grégoire. Et puis on redonnera la parole pour conclure à Laurent. Il y a une dernière remarque qui est arrivée d'un nouveau membre. J'espère qu'il va être membre de X Sursaut. J'essaie de retomber dessus. Voilà.
donc de Frédéric, je pense, donc, qui est un outsider, donc, qui a été introduit récemment. Donc, j'espère que c'est un nouveau membre parmi nous. Je ne sais pas si on m'entend. On m'entend bien? Est-ce que vous m'entendiez? Est-ce que vous m'entendiez? Oui, avec écho. Ouais, super. Ah, d'accord, parce que je n'avais pas mis le son. D'accord, très bien, merci. Donc, qui nous dit, avez-vous connaissance, avez-vous connaissance du travail en cours au Shift Project de Jacques Vinci, qui prépare aussi 2 séries de propositions, l'une sur les conditions à mettre aux aides de l'État, l'autre sur un plan de relance de l'économie qui vise une transformation de la société sur le long terme pour réduire notre société de pétrole et la décarbonation de notre économie. Voilà, donc Laurent, est-ce que tu avais connaissance de ça? Et puis après, on laisse la parole je prends Grégoire. Ouais, je prends Grégoire et puis Laurent répondra à cette question et conclura derrière. Je reprendrai la main et puis je lui passerai la parole. Je redonne la parole à Grégoire. On va lui donner le son. Merci. Merci. Alors, je rebondis en fait sur 2 choses. Sur l'efficacité de la dépense publique, je suis bien sûr d'accord. Et je pense qu'en particulier, alors qu'on parle de relance verte, il faudra être assez attentif à ce qu'on fait en la matière parce qu'il y a une pression, y compris pour des investissements non rentables ou lourdement non rentables, qui est quand même très forte. Et donc, je suis assez d'accord à ce qui a été dit sur les critères d'efficience qui doivent être mis en la matière. Sur la partie dépenses hospitalières, on dépense à peu près 20 milliards par an en marché public hospitalier et ça durera autant que les impôts. Il se trouve que partout où il y a une administration avec des ingénieurs qui se préoccupent de l'offre et de la dépense publique récurrente, c'est vrai pour la défense, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour les télécoms, c'est vrai pour l'eau et les déchets, il y a une industrie derrière et des services derrière avec des grands groupes qui sont performants et mondialement significatifs. Il y a 2 endroits où ça ne marche pas, c'est l'éducation nationale parce que c'est trop diffus, et puis la santé, parce que c'est comme ça, et parce que la structuration en termes d'offres au sein du ministère ex de l'Industrie n'est pas considérable, et que la pression et tous les outils principaux sont du côté de la DSS d'une part et de la direction des hôpitaux d'autre part, qui ne se sentent pas du tout chargés de ça, et qui fonctionnent avec l'ONDAM avec des raisonnements à 2 ans ou à 1 an. Alors que quand on a des raisonnements à plus long terme sur les achats publics, on peut donner de la visibilité suffisamment longtemps qui permet aux entreprises d'investir, de faire de l'innovation et ensuite de partager la rente d'innovation avec l'acheteur. Mais il faut encore que ce soit des marchés de long terme. Je pense qu'on a là, avec la pression publique de l'opinion disant il faut faire quelque chose sur la santé, une occasion de remonter de manière un peu structurelle sur quelque chose qui soit plus marqué. En pratique, quand j'ai commencé à regarder le sujet avec Jacques Biot, c'était en 99, on avait 3% des marchés publics hospitaliers qui allaient à des entreprises françaises et encore étaient du low-tech. Et puis tout le reste, on payait une rente permanente aux Allemands et aux Américains. Ça a un peu diminué, donc on est maintenant autour de 15%, mais enfin, il y a encore des progrès considérables à faire en la matière. Et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est un des domaines où il y a une opportunité pour faire quelque chose. Merci Grégoire. Merci Grégoire, c'est un bon point. Alors, il y a de l'écho, mais ça y est, c'est bon. Donc, en fait, c'est la mission bio, et c'est vrai qu'elle tombait bien, et même si elle avait, je crois, commencé avant la crise. Donc, on voit qu'il y a un gros sujet. Il y a un gros sujet, et ça va être un des sujets sur lequel, voilà, en termes d'investissement, de relance, la santé va être un des très gros sujets. Donc, je vais répondre aux dernières questions, et puis après, Fabienne conclura et parlera notamment de comment on peut s'organiser, enfin, les premiers éléments. Donc, Frédéric Chavannes, merci d'être là avec nous. Et Claude, on est heureux aussi. Et Claude et Philippe Herzog sont des contributeurs aussi très, très importants avec Sursaut. Je ne connaissais pas le Shift Project de Jancovici, c'est le président d'X Environnement, c'est un camarade. Voilà, moi je pense que je vais directement me mettre en lien avec lui pour essayer de savoir quelles sont ses idées plus en détail. Joël,
Donc voilà, il fait le lien avec ce qu'a dit Xavier Fontanet dans un précédent webinaire qui est farouchement contre l'ISF. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va utiliser. On va utiliser aussi tout ce qui a été dit dans les 24 webinaires qu'on a fait dans ce cycle, parce qu'il y a beaucoup de matières intéressantes. Hubert, ça ne m'étonne pas que tu soutiens les centrales nucléaires. On a fait, donc c'était mardi, un webinaire d'1h30 sur le nucléaire et le renouvelable, et on voit que le nucléaire a beaucoup d'avantages, et Claude Fischer-Herzog en est notamment une des grandes défenseurs avec Valérie Faudon en France et d'autres, et toi Hubert. Donc voilà, c'est un sujet qu'on peut aussi évoquer dans le rapport. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour tous vos excellents commentaires. Il y a eu beaucoup de dialogues comme ça, en plus, c'est bien. Je pense qu'on va pouvoir plus structurer à l'écrit et aussi faire des réunions, peut-être d'autres réunions comme ça virtuelles, mais déjà structurer notre travail avec beaucoup d'écrits. Voilà, merci à tous et Fabienne conclut. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci pour ce début de cycle et puis tout ce que tu as fait sur le cycle précédent. Merci à tous. Donc, beaucoup de thèmes ont été abordés ce soir et de sujets, de principes économiques même de base, comme quoi dans cette crise, des fois il ne faut pas chercher très loin. Hein. On s'éloigne de beaucoup de choses, mais si on mettait les principes de base, ça irait peut-être mieux. Vous avez beaucoup parlé d'anticipation, de coordination, de plan d'action, crédibilité, politique, économique à mettre en place et rapidement. Hein, on connaît les retards de Rostov. Donc, tous ces thèmes-là, on va les reprendre. On va vous faire un écrit et on vous enverra les modalités du groupe de travail afin de construire, donc de proposer des mesures d'un plan de relance pour la France, pour que vous puissiez tous participer. Donc, à l'issue, on va vous envoyer un message où vous aurez toutes les modalités pour prendre toutes les idées, vos commentaires, et on reviendra vers vous. Et de façon plus pratique pour le cycle de webinaire, il y a à vous dire que quand même demain matin à 9h, il y a un webinaire avec Isabelle Méjean pour clôturer, par contre, voilà, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais qui clôture le cycle sur la crise du Covid-19 qui a été entamée qui a duré pendant 2 mois, qui finira demain matin à 9h avec Isabelle Méjean. Donc, et nous, on poursuivra notre second cycle sur la relance, sur les mesures de relance. Voilà, je vous dis merci. Merci à Laurent pour toute sa participation et on va essayer de l'aider. Je vous encourage à toutes vos contributions, à nous les envoyer voilà, et à nous suivre pour le nouveau cycle. Voilà, merci à tous. Au revoir.